savez, il existe des histoires qui vous marquent non pas par leur ampleur, mais par leur proximité terrifiante. Quand vous réalisez soudain que tout cela ne s'est pas passé au cinéma, mais ici même, derrière le mur voisin, dans un immeuble tout à fait ordinaire devant lequel vous avez pu passer des centaines de fois. L'histoire de l'appartement 3B à Saragosse fait partie de celle-là. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par une pure bagatelle, par du quotidien. Le 20 janvier 2020, les voisins du dessous ont appelé les services d'urgence. La plainte était ridiculement simple. Ça coulait du plafond. Une affaire courante, dans de tels immeubles, cela arrive constamment. Mais à cette banale fuite s'ajoutait, disons, un bonus. Une odeur. Et celle-ci ne pouvait plus être qualifiée de banale. Les voisins n'arrivaient pas à la décrire correctement. Pas du gaz, pas de l'électricité. Quelque chose de douceâtre, de lourd, qui mettait mal à l'aise. Et elle venait de là-haut, de l'appartement 3B. Les pompiers et la police se sont déplacés sur l'appel, et ils se sont heurtés à une porte muette et au même silence sourd. Au coup, zéro réaction. Ils ont essayé de sonner, mais il n'y avait pas de sonnette. Simplement arrachés avec les chairs, 2 petits fils dépassèrent du mur. Et là, je pense, tout le monde a eu un mauvais pressentiment. Après toutes les formalités, il a été décidé de forcer l'entrée. Cliquetis du métal, grincement de la serrure. Et la porte a cédé. La première chose qui a frappé les narines, cette même odeur, mais maintenant elle était si dense qu'on aurait pu, semblait-il, la toucher. L'appartement ressemblait à un caveau, les fenêtres hermétiquement recouvertes d'un film quelconque, pas un rayon de lumière. Dans la pénombre du salon, dans un fauteuil, était assise une femme. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, regardait simplement dans le vide. Vous savez, ce regard qu'ont les gens dont les pensées sont déjà très loin d'ici. À côté d'elle se tenait une adolescente, pâle, silencieuse, comme une ombre. Mais le plus terrible attendait dans la chambre d'enfant. Dans la pièce se trouvaient 3 lits, et dans chacun gisait un enfant, 2 garçons et une fille. En pyjama, recouverts de couvertures, ils avaient l'air de dormir profondément. Dans la chambre régnait un ordre parfait, aucune trace de lutte, aucun sang. Mais il n'y avait pas d'air. Il était mort. Et voilà, quand le policier qui avait tout vu dans sa vie regarde cette scène, cette chambre silencieuse et ordonnée, cette mère figée, cette fillette pétrifiée d'horreur, il comprend que ce n'est pas une réponse. Ce n'est même pas le début de l'histoire. C'est le final. Le final de quelque chose de long et de monstrueux qui se passait derrière cette porte, pendant que les voisins du dessous se plaignaient de la fuite. Et voilà, quand ce choc initial s'estompe, commence ce vrai travail policier qu'on montre rarement au cinéma. La paperasserie. Parce que chaque vie, même celle qui s'est arrêtée dans un appartement scellé, a sa propre trace papier. Et les enquêteurs devaient comprendre. Qui étaient ces gens ? Non pas dans le sens de leur nom, mais de ce qu'ils étaient pour le monde extérieur. Et c'est là que l'énigme s'est encore épaissie. Ils ont consulté les registres d'immeubles, les archives des services sociaux. Et sur le papier, tout semblait, sinon normal, du moins explicable. La famille avait emménagé dans cet appartement le 28 mai 2012, presque 8 ans auparavant. Composition, la mère. Elena Pardo, son concubin. Oscar Munoz et 4 enfants. L'aînée Lucia, cette même fille silencieuse, et 3 plus jeunes. Diego, Lucas et Martha. Ceux qu'on avait trouvés dans les lits. Les voisins ne les voyaient presque pas. Mais ce n'est pas un crime. L'isolement est un choix. Le plus intéressant était ailleurs. Depuis ce même 2012, les 4 enfants étaient inscrits en instruction à domicile.
Elena et Oscar fournissaient régulièrement tous les documents nécessaires, touchaient les allocations. Pour l'État, pour toute cette machine bureaucratique, ils étaient simplement une famille avec ses particularités, un peu étranges, peu sociables, mais une cellule tout à fait fonctionnelle de la société. Ils existaient dans le système. Et cette image officielle, presque prospère, ne cadrait pas du tout avec ce qu'avaient vu les policiers derrière la porte de l'appartement 3B. Sur le papier, tout était légal, et c'était précisément cette légalité, ce contraste entre le certificat des services sociaux et les 3 corps sans vie dans la chambre d'enfant, qui rendait toute cette histoire vraiment effroyable. Et voilà, cette vie papier, légale, aurait pu continuer encore Dieu sait combien de temps. Des années. Car pour le système, pour les services sociaux, tout était en ordre. Mais parfois, dans le mécanisme le mieux réglé, un petit détail se casse et toute la construction s'effondre. Et dans cette histoire, ce détail fut un simple tuyau d'eau. Pensez donc, l'alerte n'a pas été donnée parce que quelqu'un avait entendu des cris. Pas parce que les voisins avaient remarqué quelque chose de suspect dans le comportement d'Elena ou d'Oscar. Toute cette vie hermétique, scellée, a été ouverte par une banale fuite. Sans elle, sans cette eau qui coulait du plafond, nous n'aurions peut-être jamais su ce qui se passait derrière la porte de l'appartement 3B. Tout a commencé avec le voisin du dessous, un homme ordinaire qui un matin a simplement vu une tache humide dans sa cuisine. Première réaction. L'irritation. Il est monté à l'étage, a frappé. Silence. Il a frappé plus fort. Encore le silence. Bon, affaire courante. Il a appelé la société de gestion, a laissé une demande. Mais le lendemain, la tâche était devenue plus grande. Et cette fameuse odeur est apparue. Les voisins l'ont ensuite décrite différemment. Mais l'un d'eux a trouvé la comparaison la plus étrange et la plus juste, comme si quelqu'un avait fait un barbecue en janvier. Cette odeur s'infiltrait dans la cage d'escalier, se mêlant à l'odeur d'humidité de la fuite. Et c'est précisément cette combinaison, quotidienne et effroyable à la fois, qui a poussé le gérant d'immeuble, venu sur appel, à composer le 112. Ainsi, l'intervention des autorités est le résultat d'un pur hasard. Pas la vigilance des citoyens, pas le travail des services sociaux, mais un tuyau percé et l'étrange odeur de viande grillée au milieu de l'hiver. Une chaîne de coïncidences absurdes qui a mené la police à cette porte. Et quand la serrure a cédé, cette chaîne s'est rompue. Et une toute autre histoire a commencé. L'histoire de ce qu'ils ont découvert dans cet appartement silencieux et scellé. Et voilà, quand l'histoire du tuyau percé s'est terminée, le travail des criminologues a commencé. Ce n'était plus une question d'émotion et de choc. C'était méthodique, froid, procès verbal, mètre ruban, fixation photographique. Et plus les experts travaillaient dans l'appartement 3B, plus il se transformait d'un lieu de tragédie en une folle énigme. Fenêtres scellées par un film, sonnettes arrachées, tout cela parlait du désir de se couper du monde. Mais un détail ne s'inscrivait dans aucune logique. Dans un petit débarras exigu, sans fenêtre, parmi de vieux débris, se trouvait un barbecue au charbon. Imaginez-vous cette scène. Un appartement ordinaire dans un immeuble et un barbecue. Pas un grill électrique, mais un vrai, pour les charbons, pour le pique-nique en pleine nature. Il était simplement posé au sol, dans le débarras. Cette découverte a immédiatement fait passer l'enquête à un nouveau niveau. Cela ne ressemblait plus à une famille étrange et renfermée. Cela ressemblait au décor d'un très mauvais film. En inspectant plus avant le débarras, les criminologues ont remarqué encore autre chose. La grille de ventilation sous le plafond était hermétiquement collée avec du scotch. Hermétiquement. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour que l'air n'en sorte pas et n'y entre pas. Au début, cela ne formait pas un tableau cohérent, juste un ensemble de bizarreries. Un barbecue,
une ventilation colmatée, 3 enfants qui avaient l'air de simplement dormir. Mais quelques jours plus tard, les premiers résultats de l'expertise médico-légale sont arrivés du laboratoire. Et tout s'est mis en place. Cause de décès des 3, empoisonnement au monoxyde de carbone, concentration mortelle de monoxyde de carbone dans le sang. Et à ce moment-là, le barbecue dans le débarras a cessé d'être simplement un objet étrange. Il est devenu une pièce à conviction, une arme. Maintenant, l'énigme avait une explication physique, mais cela n'en était que plus effrayant, car maintenant la question principale se posait différemment. Comment un barbecue pour le plein air s'était-il retrouvé à être une arme de meurtre dans un appartement fermé? Et seules 2 personnes pouvaient répondre à cette question. 2 adultes qui vivaient dans cet appartement, qui en principe devaient protéger ses enfants. La mère, Elena Pardo, et son concubin, Oscar Munoz. Et c'est là que l'histoire policière classique se transforme en cauchemar surréaliste. Parce que l'un de ces 2 était sur place et l'autre s'était évaporé. Imaginez cette scène du point de vue de l'enquêteur. Vous avez une scène de crime, il y a des victimes et il y a 2 adultes responsables d'elle. L'un d'eux, Elena, est assis juste devant vous. Elle est en état de choc profond. On l'a emmenée au commissariat, mais l'interrogatoire ne prend pas. Elle parle. Mais ce ne sont pas des déclarations. C'est un flux de conscience décousu et fragmentaire. Elle pleure tantôt se tait en milieu de phrase, tantôt commence à raconter quelque chose sur des dettes, sur le fait que il ne voulait pas qu'on les voie. Ces mots, c'est juste du bruit blanc dans lequel il est impossible de saisir ni logique, ni vérité. Elle est soit brisée par le chagrin jusqu'à la folie, soit joue le rôle le plus convaincant de sa vie. Et où est le deuxième? Où est Oscar Munoz? Pendant que certains enquêteurs tentaient de percer le mur de silence et de choc d'Elena, d'autres ont commencé à le chercher. Et très vite, il s'est avéré qu'Oscar avait disparu. Il travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt à la périphérie de la ville. Il n'était pas venu à son dernier service. Ses collègues n'arrivaient pas à le joindre. Son téléphone était éteint et sa dernière position qu'on avait pu localiser était quelque part dans le quartier de la maison. Et puis, silence. Il s'était simplement volatilisé. Et c'est à ce moment que l'enquête a obtenu 2 vecteurs clairs et parallèles. D'un côté, Elena, une femme qui était dans l'appartement au moment de la tragédie, mais dont les déclarations étaient absolument inutiles. De l'autre, Oscar, un homme qui avait disparu précisément au moment où tout avait été découvert et qui devenait automatiquement le principal suspect. Maintenant, la police avait 2 tâches. La première, faire parler la mère, essayer d'extraire de son bafouillage incohérent ne serait-ce qu'une parcelle de vérité. Et la seconde, non moins importante, retrouver son concubin disparu. Et voilà, pendant que les uns cherchaient le fantôme nommé Oscar, d'autres tentaient d'assembler le puzzle des mots incohérents d'Elena. Dans de telles affaires, les enquêteurs s'accrochent à n'importe quel détail, même le plus insignifiant. Et ce détail fut son téléphone portable, un appareil ancien, bon marché, presque vide. Pas de réseaux sociaux, minimum de contacts, correspondance quasi inexistante. Le téléphone d'une personne qui s'était consciemment rayée du monde numérique. Mais parmi ce vide, il y avait une piste qui a d'abord semblé étrange, puis a tout bouleversé. C'étaient des notifications bancaires. De courts messages système sur les arrivées d'argent via le service Bizum. Les sommes étaient petites, mais elles arrivaient avec une régularité effrayante. Chaque semaine, presque le même jour, une petite somme tombait sur le compte d'Elena. Et tous ces virements venaient de la même personne. Nom de l'expéditeur, Raúl Santamaría. Cette découverte brisait toute l'image du monde que les enquêteurs avaient déjà réussi à se construire. Une famille d'ermites,
vivant en isolement complet, avait en réalité un contact financier constant et stable avec quelqu'un de l'extérieur. Qui était ce Raoul? Un parent dont personne ne savait rien? Un vieil ami? Pourquoi leur envoyait-il de l'argent? Et la question principale qui a fait courir des frissons dans le dos des enquêteurs, savait-il ce qui se passait réellement derrière la porte de l'appartement 3B? Était-il simplement une connaissance compatissante qui aidait une famille en difficulté? Ou son rôle dans cette histoire était-il bien plus sinistre? Ce fil changeait complètement la donne. Maintenant, l'enquête avait non plus 2 voix, mais 3. Il y avait Oscar disparu, le principal suspect. Il y avait Elena brisée, le principal témoin qui ne pouvait rien raconter. Et maintenant, il y avait lui, Raoul, le bienfaiteur mystérieux, la 3e partie dans cette histoire, dont les motifs étaient absolument obscurs. Et avec son apparition, l'enquête était sortie de l'impasse de l'appartement fermé et avait fait un pas sur un territoire complètement nouveau et inconnu. Et voilà, pendant que certains enquêteurs tentaient de trouver ce mystérieux Raoul et que d'autres cherchaient dans tout Saragosse Oscar disparu, un 3e groupe continuait de travailler avec Elena. Et plus il lui parlait, plus il comprenait que la principale énigme de cette histoire n'était pas dans ce qu'elle avait fait, mais dans ce qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas téléphoné. En étudiant les données de son téléphone, les criminologues sont tombés sur un silence terrifiant. Du moment où la tragédie s'était produite dans l'appartement jusqu'au moment où les pompiers avaient forcé la porte, presque 3 jours s'étaient écoulés. Et pendant ces 3 jours, aucun appel sortant n'avait été passé depuis son téléphone, ni aux urgences, ni à la police, ni aux amis, ni aux proches. À personne. 3 jours elle avait passé dans l'appartement scellé à côté de ses enfants morts et de sa fille survivante. Et elle s'était tue. Quelle peur! Quelle horreur doit paralyser une personne à ce point qu'elle n'essaie pas de sauver ses propres enfants? Ou au moins d'appeler à l'aide quand tout était déjà arrivé? La réponse à cette question a été donnée par cette même fille silencieuse, la fille aînée, Lucia. Quand les psychologues ont enfin réussi à la faire parler, elle a prononcé une phrase qui est devenue la clé de tout le comportement de la mère. Elle a dit « Maman avait peur. Elle avait peur que si elle appelait, on nous emmène. » Et plus tard, dans ses déclarations incohérentes, Elena l'a confirmé. Sa peur du monde extérieur, du système, de la prison, de qu'on lui enlève le dernier enfant survivant, s'était révélée plus forte que l'instinct maternel. Elle n'était pas un monstre au sens classique du terme. Elle était une personne poussée au degré extrême de désespoir et de panique. Son inaction était criminelle, mais son motif n'était pas la préméditation, mais la peur paralysante et irrationnelle. Et cela changeait complètement le tableau. Cela lui retirait le rôle de participante active et transférait tout le poids du soupçon sur celui qui avait cultivé cette peur en elle, sur celui qui les avait enfermés dans cet appartement et avait simplement disparu. Sur Oscar. Et voilà. Quand tout le poids du soupçon s'est déplacé sur Oscar, l'enquête s'est transformée en véritable chasse aux fantômes. Mais comment attraper un homme qui semble avoir simplement quitté ce monde pour le néant? La réponse est simple. Il faut suivre ses traces. Même la personne la plus discrète laisse des traces, surtout à notre époque. Financière, numérique. Et ce sont précisément elles, et non le bafouillage incohérent d'Elena, qui ont finalement raconté aux enquêteurs ce qui s'était réellement passé dans l'appartement 3B. Et ce récit a commencé par le plus ordinaire et ennuyeux ticket de caisse. Pendant que certaines patrouilles ratissaient sous la ville à la recherche d'Oscar, d'autres, des analystes, étaient penchés sur ses relevés bancaires. Ils cherchaient n'importe quoi. De gros retraits d'espèces, l'achat de billets d'autobus ou de train, n'importe quel indice sur l'endroit où il avait pu fuir. La plupart du temps, c'était un travail routinier et monotone. Petits achats au supermarché, paiement de factures, mais une transaction a fait se pencher l'analyste sur le dossier de sa chaise. Une petite somme
dépensé quelques jours avant la tragédie dans l'énorme hypermarché de bricolage Bricomart à la périphérie de Saragosse. L'achat en lui-même dans un tel magasin n'éveillait pas les soupçons, mais quelque chose dans sa date, dans sa proximité avec les événements fatidiques, a poussé les enquêteurs à la vérifier plus en détail. 2 détectives se sont rendus dans ce même Bricomart. Un énorme hangar bourdonnant comme une ruche empli de l'odeur de bois frais, de peinture et de plastique. Un endroit où les gens achètent des choses pour construire, réparer, créer du confort. Les enquêteurs ont montré au gérant l'ordonnance et la photo d'Oscar. Ils ont trouvé cette même transaction dans le système. Et quand la liste des articles achetés s'est affichée sur l'écran de l'ordinateur, le silence s'est installé dans la pièce. Le ticket ne comportait que quelques articles, un sac de charbon de bois, un briquet et un cadenas massif à longue anse. Ce n'était plus seulement un signal d'alarme inquiétant, c'était le tocsin, le barbecue et le cadenas. 2 éléments clés de cette terrible énigme ne s'étaient pas seulement trouvés dans l'appartement. Ils avaient été achetés délibérément ensemble en une seule transaction. Les enquêteurs ont demandé les enregistrements des caméras de surveillance de ce jour-là. Et le voilà, Oscar. Sur la vidéo floue, en noir et blanc, il pousse calmement un chariot entre les rayons, prend un sac de charbon sur l'étagère, puis s'approche du stand des cadenas, examine attentivement plusieurs modèles et en choisit un. À la caisse, il se comporte de façon absolument banale. Aucune nervosité, aucune hâte. Il paie par carte, prend le sac et s'en va. Un homme qui venait simplement d'acheter tout le nécessaire pour un pique-nique. Ce ticket et cette courte vidéo sont devenus le tournant de l'affaire. Ils ont réduit en poussière la version de l'accident, de la négligence tragique. C'était une préparation. Froide, méthodique, calculée. L'enquête avait maintenant une preuve irréfutable de ce qu'on appelle en langage juridique préméditatio, la préméditation. Maintenant, ce n'était plus simplement l'enquête sur une mort mystérieuse. C'était l'enquête sur un crime planifié de sang-froid. Et la question principale n'était plus « Que s'est-il passé ?» mais « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui avait poussé ce gardien de nuit tranquille à acheter un barbecue et un cadenas pour organiser un enfer silencieux dans son propre appartement? Et voilà, cette question « Pourquoi ?» la flottait dans l'air de la salle d'interrogatoire, dans les états-majors opérationnels, dans la tête de chaque enquêteur qui avait touché à cette affaire. Qu'est-ce qui avait poussé ce gardien de nuit tranquille à acheter un barbecue et un cadenas pour organiser un enfer silencieux dans son propre appartement? Et pendant que les psychologues ne faisaient que construire des théories, la première réponse la plus impartiale à cette question a commencé à être donnée non par la psychologie, mais par la criminalistique froide et sans âme, la magie des chiffres précis et des faits irréfutables. Les enquêteurs ont pris les données déjà connues et les ont superposées à un réseau de conclusions d'experts. Et le tableau est devenu d'une clarté terrifiante. La première couche a été le rapport des experts médico-légaux. Ancienneté du décès, de 60 à 72 heures avant le moment de la découverte. Cela signifiait que la tragédie s'était produite 2, presque 3 jours avant que le voisin du dessous ne remarque la fuite. 3 jours. Ce n'était pas un acte spontané après lequel le meurtrier s'enfuit paniqué. C'était un événement avec les conséquences duquel quelqu'un avait continué à vivre dans le même appartement pendant presque 3 jours. La deuxième couche a été l'analyse du débarras lui-même. Sur place, se sont déplacés non pas simplement des criminologues, mais des ingénieurs. Ils ont mesuré le volume de cette minuscule pièce, analysé la composition de l'air, étudié comment exactement la ventilation avait été hermétisée. Ce n'était pas simplement du ruban adhésif. Quelqu'un méthodiquement, couche après couche, avait collé la grille, ne laissant pas la moindre fissure. Les experts ont calculé à quelle vitesse le charbon qui se consumait dans le barbecue absorberait l'oxygène dans un tel espace confiné et dégagerait du monoxyde de carbone. Leur conclusion était sans équivoque. Le débarras avait été transformé en une chambre à gaz efficace et hermétique.
quiconque se serait trouvé à l'intérieur était condamné. Et sur toute cette science s'est posée la troisième couche, la plus terrifiante. Les détails quotidiens. La police a saisi les enregistrements des caméras de surveillance non seulement du magasin de bricolage, mais aussi du supermarché Mercadona qui se trouvait juste près de chez eux. Oscar, Elena et les enfants y étaient donc des acheteurs fréquents. En visionnant les enregistrements des derniers jours, les enquêteurs cherchaient lui, Oscar. Et ils l'ont trouvé. Mais ce qu'ils ont vu les a glacés d'effroi. Sur les images prises déjà après l'heure présumée de la mort des enfants, Oscar seul, au milieu de la nuit, sortait calmement des sacs poubelles. Il l'a fait plusieurs fois. Action banale, routinière. Il était le seul à entrer et sortir de l'appartement. Il était le seul opérateur de ce monde fermé et mortel qui continuait de fonctionner, tandis que derrière une de ses portes gisaient là les corps de 3 enfants. La science a prouvé comment c'était arrivé. Les enregistrements des caméras ont prouvé qui l'avait fait. Maintenant, il ne restait plus qu'à le trouver et le forcer à répondre à la dernière question, la plus importante. Pourquoi ? Et voilà maintenant, quand l'enquête avait le tableau complet de comment c'était arrivé et qui était la seule personne qui aurait pu le faire, restait la dernière question, la plus importante. Pourquoi ? Mais pendant que toutes les forces étaient jetées dans la recherche d'Oscar, au quartier général de l'enquête restait un dossier non fermé. Un fil qui menait de cet enfer hermétique vers le monde extérieur. Le nom dans ce dossier était Raúl Santamaría, le bienfaiteur mystérieux qui transférait régulièrement de l'argent à Elena. Et les enquêteurs devaient écarter la dernière version, la plus improbable, mais néanmoins possible. Et si Oscar n'était pas le seul derrière tout cela, trouver Raúl s'est avéré simple. Contrairement à Oscar, il ne se cachait pas. Un homme ordinaire d'âge moyen, avec son travail, sa famille, sa vie. Quand 2 détectives sont venus chez lui, il n'avait pas l'air surpris, plutôt fatigué, comme s'il avait attendu cette visite toute sa vie. On l'a emmené au commissariat et l'interrogatoire a commencé. Les enquêteurs s'attendaient à tout, déni, mensonge, tentative de se disculper. Mais ce qu'ils ont entendu a encore retourné toute leur vision du monde. Raúl n'a rien nié. Oui, il transférait de l'argent. Oui, il connaissait Elena. Et puis il a regardé les enquêteurs et a prononcé la phrase qui expliquait tout. « Lucia est ma fille ». Ce fut un choc. La fillette survivante, l'ombre silencieuse, témoin de toute cette horreur, était son enfant. Raúl a raconté son histoire. Ils avaient eu avec Elena une courte liaison il y a des années. Quand elle était tombée enceinte, il avait eu peur, n'était pas prêt à assumer ses responsabilités et avait simplement disparu. Mais des années plus tard, la conscience l'avait rattrapé. Il l'avait retrouvé, vivant déjà avec Oscar et d'autres enfants. Il voulait participer d'une façon ou d'une autre à la vie de sa fille, aider. Mais il s'était heurté à un mur, pas de la part d'Elena, mais de la part d'Oscar. Celui-ci avait posé une condition ferme. « Tu veux que ton enfant ait tout, paix, mais tu ne la verras pas. » Et Raúl avait accepté. Il payait. Il n'achetait pas le silence sur un crime, mais le droit de savoir que sa fille au moins ne mourrait pas de faim. Il payait pour qu'on ne le touche pas. Il avait peur d'Oscar, de son aura étrange et oppressante, et préférait garder ses distances. Les enquêteurs écoutaient cette confession, et la version de la complicité s'effritait sous leurs yeux. Mais il fallait la vérifier. La procédure était standard. Ils ont demandé le détail de son téléphone, les données des badges de travail, les enregistrements des caméras de chez lui et du bureau. Et tout s'est confirmé à la minute près. Dans ces mêmes 60 à 72 heures où se déroulait la tragédie dans l'appartement 3B, Raúl se trouvait dans une autre ville en déplacement professionnel. Il avait un alibi de fer, 100%. Il n'était ni commanditaire, ni complice. Il était encore une victime de cette histoire, un homme qu'on faisait chanter depuis des années
avec son propre enfant. Et quand ce dernier fil s'est cassé, a claqué comme une corde trop tendue, l'enquête est revenue au point de départ, mais avec une clarté nouvelle et effrayante. Aucun complot, aucun sponsor mystérieux, aucune tierce personne. Toute cette construction complexe à plusieurs niveaux s'était écroulée, ne laissant après elle qu'une vérité simple et terrible. Il n'y avait qu'une seule personne, un seul metteur en scène de cette horreur silencieuse, et il était encore en liberté. Maintenant, la recherche d'Oscar Munoz était devenue pour la police de Saragosse une affaire d'honneur. Et voilà, quand la police de Saragosse a jeté toutes ses forces dans la recherche d'Oscar Munoz, la ville a semblé retenir son souffle. Sa photo, un visage ordinaire, sans rien de remarquable d'un homme d'âge moyen, était dans toutes les nouvelles, sur toutes les chaînes de télévision. Les avis de recherche ont été envoyés à toutes les patrouilles. Les enquêteurs étaient bien sûrs que c'était une question de temps. Un homme ne peut pas simplement se volatiliser dans une métropole moderne, mais les jours passaient, et Oscar avait disparu comme s'il était tombé à l'eau. Et pendant que les groupes opérationnels ratissaient les auberges, les gares et les entrepôts abandonnés, une autre équipe d'enquêteurs s'occupait d'un travail non moins important. Ils creusaient dans le passé. Ils fouillaient les archives, tentant de reconstituer bribe par bribe l'histoire de cette famille, de trouver ce moment où tout avait mal tourné. Et dans une des armoires poussiéreuses, dans un dossier de requêtes citoyennes non examinées, ils ont trouvé ce qui a fait se dresser les cheveux sur la tête du détective le plus expérimenté. Ils ont trouvé la preuve qu'ils avaient déjà été à cette porte et étaient repartis bredouille. C'était un rapport court et sec daté de 2018, 2 ans avant la tragédie. Une voisine avait appelé la police. Elle se plaignait de cris étranges et forts venant de l'appartement 3B. Pas simplement des pleurs d'enfants, mais quelque chose d'hystérique, plein de désespoir. Une patrouille ordinaire s'était déplacée sur l'appel. 2 policiers étaient montés au 3e étage et avaient sonné à la porte. Silence. Ils avaient frappé. Au bout de quelques instants, la porte s'était entr'ouverte sur la chaîne. Sur le seuil se tenait Elena. Dans le rapport, il était noté que la femme semblait fatiguée, mais se comportait de façon absolument calme et polie. Elle s'était excusée pour le dérangement, avait dit que les enfants s'étaient simplement agités avant le coucher, avaient joué trop fort, mais que maintenant elle les avait déjà couchés. Derrière elle, dans l'appartement, c'était silencieux et sombre. Les policiers, suivant les instructions, avaient demandé à voir les enfants. Elena, sans aucune dispute, avait répondu qu'ils dormaient déjà et qu'elle ne voulait pas les réveiller. Elle avait même volontiers montré quelques papiers, des certificats attestant que les enfants étaient en instruction à domicile, tout officiel, tout certifié. Elle parlait si convaincante, si banalement, que les patrouilleurs n'avaient eu aucun soupçon. Ils n'avaient aucun motif légal de faire irruption chez une femme polie dont les enfants avaient simplement fait du bruit. Ils lui avaient demandé d'être plus silencieuse à l'avenir pour ne pas déranger les voisins et étaient repartis. Le rapport avait été classé sous l'étiquette « faux appel ». La porte de l'appartement 3B s'était à nouveau fermée et l'enfer qui se déchaînait derrière elle avait obtenu encore 2 ans de vie. Quand l'enquêteur en 2020 a fini de lire ce court document, il était resté longtemps assis en silence. Ce n'était pas simplement une négligence, c'était un échec de tout le système. Il était devenu clair que la tragédie dans cet appartement n'était pas le résultat d'un jour terrible. C'était le final d'une pièce méthodique, diaboliquement pensée, de plusieurs années. Oscar et Elena ne se cachaient pas simplement. Ils avaient créé un camouflage parfait. Ils avaient utilisé les lois et les règles contre la société elle-même. Instructions à domicile, certificats officiels, sourires polis sur le seuil. Tout cela faisait partie de leur cocon protecteur. Ils avaient rendu leurs enfants invisibles au monde extérieur bien avant d'éteindre leur vie. Et la prise de conscience de ce fait
rendait la personnalité d'Oscar encore plus sinistre. Il n'était pas simplement un meurtrier. Il était un marionnettiste, un manipulateur qui pendant des années avait tiré les ficelles en restant dans l'ombre. Et maintenant, ce marionnettiste était quelque part là-bas, dans les rues de la ville. Et personne ne savait quel spectacle il préparait ensuite. Et voilà, quand ce marionnettiste, ce metteur en scène de l'enfer domestique, est devenu l'homme le plus recherché de Saragosse, tout le monde attendait le dénouement. On attendait que son arrestation soit bruyante, dramatique, avec poursuites et sirènes. Mais, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires, le final s'est avéré ridiculement banal. Oscar Munoz a été arrêté non pas à la suite d'une opération spéciale. Un patrouilleur ordinaire l'a reconnu dans une petite ville côtière où il s'était enfui. Il était simplement assis sur un banc sur la promenade et regardait la mer. Quand les policiers se sont approchés de lui, il n'a pas résisté. Il s'est simplement levé silencieusement et a tendu les mains pour les menottes. La chasse était terminée. Et le plus important a commencé. L'affrontement. L'interrogatoire que tous attendaient. Le moment où le monstre devrait regarder ses actes dans les yeux. On l'a ramené à Saragosse, dans cette même salle d'interrogatoire où quelques jours auparavant était assise Elena. Seulement maintenant, l'atmosphère était différente. Il n'y avait pas de confusion. Il y avait de la tension, dense, comme un ressort comprimé. En face d'Oscar se sont assis deux des meilleurs enquêteurs. Ils n'ont pas commencé par des menaces ou de la pression. Ils ont simplement posé silencieusement sur la table la première feuille de papier. C'était une photocopie de ce même ticket de l'hypermarché de bricolage Bricomart. Oscar a baissé les yeux, a regardé la liste des achats, charbon, briquet, cadenas, et sur son visage, pas un muscle n'a bougé. Il a simplement hoché la tête. Oui, c'était lui qui avait acheté. L'enquêteur a calmement demandé « Pourquoi ?» et Oscar a commencé à parler. Et sa voix, égale, monotone, dépourvue de toute émotion, était plus terrible que n'importe quel cri. Il ne niait à rien. Oui, il avait enfermé les enfants dans le débarras. Oui, il avait accroché à la porte ce même cadenas qu'il avait acheté. Il l'expliquait comme s'il racontait un processus éducatif. C'était une punition. Il faisait, selon ses mots, trop de bruit, n'obéissait pas, violait le règlement de silence qu'il avait établi. Le débarras était leur version du coin, l'endroit où ils devaient réfléchir à leur comportement. Il en parlait comme si c'était la chose la plus normale au monde, simplement un père strict qui punit des enfants désobéissants. Un silence s'est installé dans la pièce. Les enquêteurs se sont regardés. Ils s'attendaient à des mensonges, à du déni. Mais pas à cela. Pas à cette reconnaissance glaciale et méthodique de ce qui était en essence de la torture. Et alors l'un d'eux a posé la question suivante, la principale. Et le barbecue? Pourquoi dans un débarras fermé a-t-il fallu un barbecue? Et c'est là qu'Oscar a prononcé la phrase qui est devenue la quintessence de toute cette horreur. La phrase que tous les journaux citeraient ensuite. Il a regardé l'enquêteur d'un regard absolument clair et innocent et a dit « Pour qu'il n'attrape pas froid. Dans le débarras, il faisait froid. Je ne voulais pas qu'il gèle. » La sollicitude. Il avait appelé cela de la sollicitude. Il avait placé dans une pièce hermétique, colmatée au scotch sans ventilation, une source de monoxyde de carbone mortel pour que 3 petits-enfants n'attrapent pas de rhume. À ce moment-là, même les policiers les plus expérimentés, qui semblaient avoir tout vu dans cette vie, avaient non du mal à garder leur sang-froid. Ils regardèrent cet homme et comprenaient qu'ils n'avaient pas devant eux simplement un criminel. Devant eux, le mal absolu, distillé, enveloppé dans une coquille de logique absurde et égoïste. Il ne se considérait pas comme un meurtrier. Dans sa vision déformée du monde, il était victime des circonstances. Un père attentionné dont les méthodes éducatives avaient simplement un peu échappé à tout contrôle,
L'interrogatoire était terminé. Oscar Munoz avait reconnu tous ses actes, mais il n'avait pas reconnu l'intention. Il avait peint un tableau dans lequel il était le héros principal, tentant de mettre de l'ordre, et tous les autres, des acteurs désobéissants qui avaient tout gâché son spectacle. Et cette version, cette interprétation monstrueuse des événements, était plus terrible que n'importe quel repentir. Elle signifiait que maintenant, au tribunal, il faudrait prouver non pas ce qu'il avait fait, il l'avait déjà reconnu. Il faudrait prouver pourquoi il l'avait fait et percer le mur de sa folie glaciale et impénétrable. Et voilà, à ce point, l'affaire semblait avoir atteint une impasse. Une impasse logique, psychologique. D'un côté, une montagne de preuves. Tickets, cadenas, barbecue, ventilation colmatée, témoignages d'experts. De l'autre, la folie glaciale et impénétrable d'Oscar. Sa version absurde de la sollicitude, qu'il était impossible de réfuter parce qu'elle existait en dehors de toute logique. C'était sa parole contre des preuves indirectes. Et dans cette bataille, il semblait invulnérable. Mais l'enquête avait un dernier atout, le plus fort et le plus terrible. Une voix qui jusqu'à ce moment n'avait résonné que dans des pièces silencieuses avec des psychologues. La voix du seul témoin survivant. La voix de Lucia. Le travail avec elle avait été long et délicat. Les meilleurs psychologues pour enfants de Saragosse pendant plusieurs semaines, pas à pas, l'avaient sortie de l'état de choc. Ils ne pressaient pas, ne brusquaient pas. Ils avaient simplement créé pour elle un espace sûr où pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait pu parler sans craindre la punition. Et quand elle avait enfin commencé à raconter, son histoire était devenue cette preuve irréfutable qui a détruit la forteresse glaciale d'Oscar jusqu'aux fondations. Dans son récit, il n'y avait pas d'hystérie ni d'exagération enfantine. Elle parlait calmement, presque de façon protocolaire, et de cette précision factuelle courait un frisson sur la peau. Elle a raconté que la chambre sans fenêtre, comme ils appelaient le débarras, n'était pas un cas isolé. C'était un système, la punition principale dans leur maison. Pour toute faute, pour un rire trop fort, pour un mot de trop, pour une tentative de regarder par la fenêtre, on les y envoyait. Pour 1 heure, pour 2, parfois pour toute la nuit. C'était un mécanisme de contrôle bien rodé qui les maintenait dans une peur constante. Et puis elle a raconté ce dernier soir. La raison de la punition était ridiculement futile. Ils avaient simplement joué trop fort. Oscar, qui ce jour-là était particulièrement irrité, avait fait irruption dans la chambre et avait ordonné à tous les 3, Diego, Lucas et Martha, d'aller dans la chambre sans fenêtre. Il avait gardé Lucia. Elle était de service. Sa tâche était de surveiller la mère qui, de tout ce stress, avait encore une crise de panique. Et Lucia avait tout vu. Elle avait vu comment Oscar avait apporté le barbecue de la cuisine. Elle avait entendu comment il avait dit à ses victimes que, comme ça, il ferait plus chaud. Elle avait vu comment il les avait fait sortir du débarras, avait allumé les charbons directement dans l'appartement, avait attendu qu'ils s'embrasent, puis les avait fait rentrer à nouveau. Et elle avait entendu le dernier son, le plus terrible, le clic du cadenas. Sa voix calme d'enfant, énumérant ses faits, était devenue pour l'enquête un verdict assourdissant. Le témoignage de Lucia avait anéanti la version d'Oscar sur l'accident et la sollicitude. Ce n'était pas de la négligence, c'était une action méthodique et froide, l'acte final d'une pièce de terreur domestique de plusieurs années. Ces mots étaient devenus cet élément manquant qui avait lié toutes les preuves en un ensemble et prouvé l'intention. Maintenant, ce n'était plus la parole d'Oscar contre le ticket du magasin. C'était sa parole contre le témoignage direct d'un témoin oculaire. Et ce combat, il l'avait déjà perdu. Et voilà. Ce combat, il l'avait perdu sans même l'avoir commencé. Parce que contre le récit calme et factuel d'un enfant qui avait tout vu de ses propres yeux,
Aucun mensonge, même le plus sophistiqué, ne résiste. Le témoignage de Lucia était devenu cette fondation sur laquelle l'accusation pouvait maintenant construire une affaire de fer irréfutable. Mais pour les enquêteurs restait une dernière étape, purement formelle, mais psychologiquement importante. Il leur fallait le regarder dans les yeux et voir sa réaction. Voir ce qui se passerait avec ce monstre glacial et impénétrable quand il entendrait comment son propre monde, construit sur la peur et le mensonge, s'écroulait sous la voix d'une petite fille. Ils ont organisé une confrontation, non pas dans le sens où ils ont amené Lucia dans la même pièce que lui. Aucun psychologue n'aurait autorisé cela. On lui a simplement lu le procès-verbal de son interrogatoire. Oscar a été amené à nouveau dans la même pièce. Il se comportait comme la première fois, calmement, presque détaché, avec une légère teinte de supériorité. Il était encore dans son rôle. Le rôle du père strict mais juste qui avait été mal compris. L'enquêteur a commencé à lire. D'une voix égale et monotone, il lisait le témoignage de Lucia. Sur la chambre sans fenêtre, comme système de punition. Sur ce dernier soir, sur le barbecue qu'on avait apporté pour qu'il ne fasse pas froid. Sur le clic du cadenas. Et au fur et à mesure que les mots de Lucia remplissèrent la pièce, le masque d'Oscar a commencé à se fissurer. Son calme s'évaporait. Il a cessé de regarder les enquêteurs. Son regard courait sur la table, sur les murs, n'importe où, pourvu qu'ils ne croisent pas leurs yeux. Quand l'enquêteur a fini de lire et que le silence s'est installé dans la pièce, il n'a posé qu'une seule question. « Voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ?» Oscar se taisait. Il était simplement assis, regardant la table. Toute son assurance, toute sa logique absurde s'était évaporée. Il était démasqué. Et son silence à ce moment était plus fort que n'importe quel aveu. Son avocat, comprenant que le jeu était terminé, s'est penché vers lui a chuchoté quelque chose et a déclaré que son client ne ferait plus de déclaration. Là-dessus, l'enquête était factuellement terminée. Toutes les preuves étaient rassemblées, tous les témoins interrogés. Le puzzle était assemblé. L'affaire était prête à être transmise au tribunal. L'histoire était sortie des bureaux silencieux des enquêteurs et des commissariats pour devenir propriété publique et trouver son dénouement sous les voûtes de la salle d'audience. Et voilà. Quand son silence était devenu le dernier aveu le plus fort, l'affaire est passée à une nouvelle étape. Des bureaux silencieux des enquêteurs, elle s'est déplacée dans les couloirs sonores du tribunal. Mais avant de passer aux batailles judiciaires, aux plaidoiries des avocats et des procureurs, il est important de faire une chose. Il est important de s'arrêter un instant et de rassembler tous ces faits, preuves et témoignages que nous avons appris en un seul tableau cohérent. Reconstitution. Sur la base de toutes les données, minute par minute ce fameux soir où la vie dans l'appartement 3B s'est arrêtée pour toujours. Donc, le soir du 16 janvier 2020, pour le monde extérieur, c'était un soir d'hiver ordinaire à Saragosse. Mais dans l'appartement, 3B régnait sa propre atmosphère particulière. Une atmosphère de silence tendu que pouvait briser à tout moment un seul mouvement erroné. Et il a été fait. Les 3 enfants les plus jeunes, Diego, Lucas et Martha, s'étaient oubliés et avaient commencé à jouer. Trop fort. Leur rire était devenu ce déclencheur qui avait lancé le mécanisme de la catastrophe. Oscar, qui ce jour-là était de particulièrement mauvaise humeur, avait réagi instantanément. Il avait ordonné à tous les 3 d'aller dans la chambre sans fenêtre. Lucia, l'aînée, il l'avait gardée comme garde pour surveiller la mère qui était déjà au bord de la crise de panique. Ensuite, tout s'était passé comme au ralenti. Oscar fait entrer les enfants dans le débarras, prononce sa phrase monstrueuse sur la chaleur, apporte le barbecue, allume les charbons et enfin accroche le cadenas à la porte. À l'horloge à ce moment-là, selon les dossiers de l'affaire, il était environ 22h40 et ensuite se passe le plus terrible.
Oscar ne panique pas. Il ne reste pas pour vérifier si tout va bien. Il agit selon son emploi du temps habituel. Il s'habille calmement, prend son sac pour le travail. À 22h55, la caméra de surveillance de l'entrée fixe sa sortie de la maison. Il va à l'arrêt d'autobus. À 23h10, son visage tombe à nouveau dans l'objectif de la caméra. Cette fois, dans l'habitacle de l'autobus de nuit qui l'emmène à l'entrepôt, à son service. Il venait simplement d'enfermer les enfants dans un piège mortel et était calmement parti travailler. Et voilà, cette chronologie froide, minute par minute, assemblée à partir du témoignage de Lucia, des données des caméras et du facturation, était devenue l'arme principale de l'accusation. Elle ne laissait pas de place aux doutes, aux interprétations, à la version de l'accident tragique. Elle peignait le portrait d'un homme qui avait commis un acte monstrueux en pleine conscience de ce qu'il faisait. Et maintenant, ce portrait devait être présenté au tribunal. Et voilà, ce portrait, froid, méthodique, terrifiant de détails, devait être présenté au tribunal. Le procès judiciaire de l'affaire de l'appartement 3B est devenu l'un des plus retentissants de l'histoire de Saragosse. Dans la salle se pressaient journalistes, proches, simples curieux. Tous voulaient regarder dans les yeux l'homme qui avait transformé sa famille en camp de concentration personnelle. Mais la question principale qui flottait dans l'air n'était plus quotidienne, mais juridique. Les faits étaient établis. Mais comment la loi les qualifie-t-elle ? Qu'était-ce ? Une négligence tragique et monstrueuse ou un meurtre froid et intentionnel ? Toute la bataille judiciaire s'est résumée au duel de deux interprétations. Deux histoires. Histoire première, version de l'accusation. Le procureur, pas à pas, construisait devant les jurés et le juge une chaîne de fer d'événements. Achat de charbon et de cadenas, colmatage méthodique de la ventilation. Et enfin, l'acte final. Oscar enferme les enfants et part calmement travailler. L'accusation insistait. C'est un meurtre avec intention indirecte. Oscar, étant un homme adulte et responsable, ne pouvait pas ne pas comprendre que les charbons qui se consumaient dans une petite pièce hermétique mèneraient inévitablement à la mort. Peut-être ne le souhaitait-il pas directement, mais il admettait consciemment une telle issue. Sa version de la sollicitude avait été réduite en miettes par le témoignage de Lucia et les rapports d'experts. Ce n'était pas de la sollicitude. C'était l'indifférence à la vie humaine dans sa forme la plus pure et distillée. Histoire seconde, version de la défense. L'avocat d'Oscar tentait de peindre un portrait complètement différent. Le portrait d'un homme simple, sans éducation, père strict, peut-être même cruel, mais pas meurtrier. La défense insistait sur le fait que c'était un meurtre par négligence. Il ne voulait pas leur mort. Il ne comprenait vraiment pas tous les risques liés au monoxyde de carbone. Il voulait simplement les punir, les isoler, et avait placé le barbecue à partir de ces représentations, certes déformées, de la sollicitude. Il tentait de prouver que dans ses actions, il n'y avait pas d'intention de les priver de la vie, mais seulement une stupidité criminelle et monstrueuse. Le tribunal a écouté les deux parties, a étudié les preuves, est revenu encore et encore au témoignage de Lucia. Et enfin, le jour du verdict est arrivé. La salle s'est figée dans l'attente. Le juge a lu le verdict. Oscar Muñoz a été reconnu coupable de 3 meurtres avec circonstances aggravantes. Le tribunal n'a pas cru à l'histoire du père stupide mais attentionné. Ses actions ont été reconnues comme conscientes et intentionnelles. Verdict. 22 ans de privation de liberté. Elena Pardo a également comparu devant le tribunal. Elle a été jugée non pas pour meurtre, mais pour inaction criminelle. Pour le fait qu'étant mère, elle n'avait rien fait pour sauver ses enfants. Sa peur n'a pas été reconnue comme justification suffisante. Son verdict, 6 ans et 8 mois d'emprisonnement. La justice, exprimée en chiffres secs du verdict, s'était accomplie. L'histoire, commencée par une banale fuite et une odeur étrange, avait trouvé son final dans la salle d'audience.
Mais pour ceux qui avaient touché à cette affaire, elle ne se terminerait jamais. Elle resterait un rappel éternel de combien mince peut être la frontière entre le quotidien et la folie, et quel enfer silencieux et invisible peut se cacher derrière une porte ordinaire de l'appartement 3B. Et voilà, là-dessus, semblait-il, on aurait pu mettre un point. La justice, exprimée en chiffres secs du verdict, s'était accomplie. L'histoire, commencée par une banale fuite et une odeur étrange, avait trouvé son final dans la salle d'audience. Mais pour ceux qui avaient touché à cette affaire, elle ne se terminerait jamais. Elle resterait un rappel éternel de combien mince peut être la frontière entre le quotidien et la folie, et quel enfer silencieux et invisible peut se cacher derrière une porte ordinaire de l'appartement 3B. Mais quand les verdicts sont rendus et que les caméras dans la salle d'audience sont éteintes, reste la dernière question, la plus importante. L'histoire est terminée, les coupables punis. Mais ensuite, cette tragédie est-elle devenue une leçon? Ou le système qui était passé aveuglément à côté de cette horreur n'a-t-il rien compris, ne faisant que tourner la page? D'abord, sur les destins. Oscar Munoz et Elena Pardo, comme prévu, ont fait appel. Leurs avocats tentaient d'adoucir les verdicts, racontant à nouveau les histoires de incompréhension et de peur. Mais la cour d'appel, après avoir étudié tous les matériaux de l'affaire, a maintenu les verdicts. 22 ans pour lui, 6 ans et 8 mois pour elle. Le chapitre juridique de cette histoire était clos définitivement. Et Lucia, la fillette survivante, dont le témoignage silencieux avait détruit le mur de mensonges, avait été immédiatement placée sous la protection permanente de l'État. Son destin ultérieur, c'est déjà une autre histoire. Une histoire de réhabilitation, de tentative de retour à une vie normale, et elle est heureusement cachée des yeux du public. Mais le principal résultat de cette tragédie ne s'est pas produit dans la salle d'audience, mais dans les bureaux silencieux des fonctionnaires. L'histoire de l'appartement 3B avait secoué toute l'Espagne. Et elle avait initié une enquête interne massive sur le travail des services sociaux de la région d'Aragon. Au centre de l'attention était ce même rapport de 2018. Cette même visite des patrouilleurs qui étaient repartis bredouille. Et l'enquête avait révélé une faille juridique critique. Les inspecteurs et la police n'avaient pas de pouvoir clair pour l'entrée forcée dans un domicile s'il n'y avait pas de preuves directes et irréfutables de menaces pour la vie. Un sourire poli et la phrase « les enfants dorment » suffisaient pour que le système recule. Eh bien, maintenant cela ne suffit plus. La mort de Diego, Lucas et Marta a mené à l'adoption d'une nouvelle instruction interne, d'un nouveau protocole. Maintenant, si les inspecteurs constatent des refus répétés et systématiques d'accès aux enfants, ou s'y arrivent de multiples plaintes de différents voisins, ils ont une base juridique directe pour demander immédiatement un mandat judiciaire d'entrée, forcé. Ils n'ont plus besoin de croire sur parole. Cette faille juridique par laquelle Oscar Munoz avait pendant des années fait passer sa terreur domestique était fermée. Et c'est peut-être le seul éclat lumineux dans cette histoire sombre et étouffante.